Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Je suis Loli, votre hôte, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter mes histoires que moi à leur donner vie. Précédemment, dans le voyage des loups. Vous aviez retrouvé nos héros dans les bois de cette île aux deux lunes. Après quelques discussions, Lilou et le prince avaient préparé un attelage de fortune pour pouvoir transporter Mogiane jusqu'au château, et ils s'étaient lentement mis en route. Le sorcier, de son côté, consultait ses livres pour voir comment reprendre la main sur son univers et punir ces gens qui osaient se dresser contre lui. Place maintenant à la suite de l'histoire. Le sorcier traverse lentement son domaine, son serviteur toujours 3 pas derrière lui. Il descend péniblement une longue volée de marches. Les couloirs, éclairés par de grandes fenêtres, donnent sur un ciel bleu d'hiver, où les corbeaux passent en croissant dans les vents ascendants. Il laisse peu à peu la place à des corridors, taillés à même la pierre. Le vieillard descend encore une volée de marches, laissant la lumière naturelle derrière lui. Il passe la main devant la pierre rouge enchâssée dans son bâton. Une lueur grenat, couleur sang et pulsatile, éclaire son chemin. Les torches mises à intervalles réguliers dans les murs font des halos de lumière jaune sale, entre les taches d'ombre de plus en plus grandes, et les dalles de pierre taillées sous ses pieds laissent peu à peu place à un sol de pierre brute. Une autre volée d'escalier. Les marches en colimaçon continuent leur descente. Ils s'enfoncent encore plus profondément dans les entrailles du château. Cela fait déjà quelque temps qu'il n'y a plus de torches au mur, et un courant d'air étincelle tenu par le serviteur, toujours 3 pas derrière lui, laissant celui-ci dans le noir. Ça n'empêche pas le sorcier de continuer à avancer dans l'obscurité, maintenant à la seule lueur rougeâtre de son bâton. Le long couloir devient humide. Étroit et bas de plafond, il est percé de nombreuses portes. Certaines en bois, pleines et solides, d'autres sont de simple gris. Des chambres, des cachots, de toutes les tailles. En passant devant quelques entrées, on peut entendre des bruits qui en sortent. Frottements sourds, plaintes, respirations sifflantes. Parfois un bruit de chaîne raclant le sol. Le couloir en pente douce se termine sur une lourde porte en fer, fermée et gravée de silhouettes fines, pourvues de crocs pointus et de griffes acérées. Il s'en approche et s'arrête juste devant. 3 pas derrière lui, le serviteur, silencieux, s'arrête aussi. Le sorcier enlève la main de son bâton, qui reste debout à quelques centimètres du sol, sans aucune force visible pour le tenir. La pierre flamboie d'une lueur rouge féroce, comme en réponse à celle des yeux de grenat incrustés dans la porte en fer. Il la regarde, fouille dans sa poche et en sort une clé. Une grosse clé noire qui semble absorber la lumière de son bâton, générant sa propre obscurité autour d'elle. Son anneau, finement ouvragé, représente une créature, mi-serpent, mi-dragon, qui se mord la queue. Il glisse la clé dans la serrure. Le mécanisme tourne silencieusement. La porte, énorme, s'ouvre lentement, sans un bruit. Un courant d'air froid, humide et nauséabond sort du couloir obscur. Une brume laiteuse s'enroule autour des chevilles du sorcier. Le couloir continue derrière la lourde porte. Le sorcier avance lentement, le serviteur toujours sur les talons. Il arrive à la fin du couloir et s'arrête. Devant lui, la pierre lisse et froide d'un mur, sans aucune ouverture. Le courant d'air qui agite ses cheveux gras ne vient pas de derrière celui-ci. Pourtant, le sorcier incline la tête. Il penche son bâton vers le mur et tape 3 fois dessus. Un brouillard dense entoure celui-ci, comme s'il le dévorait, masquant la cloison. Confiant, le sorcier passe à travers la brume. 3 pas plus loin, il est dans une grotte froide et humide, avec en son centre un puits aux pierres noires réduisantes. Il ne discerne pas le sol, caché par les vaguelettes blanches qui semblent vivantes. Le serviteur, les gestes lents et le regard absent, arrive peu après. « Non, trop tard. Imbécile. Tu savais pourtant que tu ne devais pas entrer ici. »
À peine arrivé dans la grotte, la brume s'enroule autour des chevilles de l'homme, se teinte d'un liquide rouge sombre, remonte le long des jambes du malheureux, dont les yeux s'agrandissent d'horreur. Des larmes perlent à ses paupières, sa bouche s'ouvre sur un cri muet. Le sang coule de plus en plus vite et de plus en plus fort, tandis que la brume, protectrice, dévore peau, muscles, tendons et os. Le sorcier prend le livre des mains de son serviteur et l'ignore totalement, juste avant que celui-ci ne s'écroule, alors que la brume termine son funeste travail. Bientôt, la main qui émergeait seule de la brume disparaît aussi, engloutie par le brouillard qui reprend sa place au ras du sol. La grotte redevint silencieuse. Le sorcier pose le gros grimoire sur un lutrin, juste à côté du miroir d'eau, et se penche par-dessus. Il passe la main au-dessus de la surface de l'eau et observe. L'onde se trouble, révélant une forêt, 2 chevaux qui avancent au pas en tirant une civière. Mogienne assise dessus, Lilou à ses côtés. Le prince à la tête des chevaux. Le sorcier sourit, ce qui déforme la cicatrice qui lui traverse le visage. « Bien, mais ce n'est pas ça que je veux voir. Montre-moi le château. » L'image se trouble, lui révélant le château gris aux tuiles rouges, les cuisines où le personnel s'affaire, les écuries où l'on nettoie les boxes des chevaux. Il prend une bourse en cuir, l'ouvre et verse quelques pincées de poudre dans l'eau, qui se teinte de rouge. Il se détourne du miroir d'eau et ouvre le gros livre à la page qu'il a marquée. « Bien, parfait, tout se passe comme prévu. C'est maintenant que les choses intéressantes vont commencer. » Il ouvre les bras et d'une voix forte et dure commence son incantation. Un flash lumineux passe dans le miroir d'eau. Dans le monde de Mogienne, un coup de tonnerre fait trembler toute l'île. Depuis les fondations du château gris jusqu'à la moindre petite pousse dans la forêt. Tout le personnel de Mogienne, que ce soit les serviteurs, les cuisiniers, les chasseurs, le personnel de chambre, tous ils se figent, immobiles, les yeux fixes et la respiration coupée. Un corbeau croisse et ils reprennent souffle et activité. Certains portent la main à leur tempe, d'autres secouent la tête. « Mais maintenant, voyons voir comment vous allez vous débrouiller avec ça. » « Tu as raison, Mogienne. Je ne veux pas te tuer, non, pas encore. Je veux te voir souffrir, te voir privé de ce qui t'aide et t'apprécie, te voir seul, brisé, encore et encore. Et crois-moi, c'est sur le point d'arriver. » Sorti du château au petit matin, le chasseur, son arc dans le dos, piste un chevreuil. Ses vêtements verts et bruns le camouflent parfaitement. Dans la clairière, les rayons du soleil dansent avec les particules de poussière. L'animal broute paisiblement l'herbe rase. Le chasseur encoche sa flèche, relève l'arc, prend une grande respiration. Ses doigts ramènent doucement la corde vers son œil. Il vise, retient son souffle, ses doigts lâchent la corde. L'animal se fige, relève la tête et bondit dans les fourrés. La flèche part en sifflant et s'abat à l'endroit où il était encore quelques secondes auparavant. Un unique coup de tonnerre frappe violemment le sol. Tout à coup, le silence descend sur l'île entière, figé. Le chasseur, toujours immobile, son arc en main, a les yeux vitreux. Puis, l'ombre qui avait recouvert la scène disparaît. Les oiseaux se remettent à chanter, et le chasseur, le regard éteint, encoche une nouvelle flèche. Devant lui, à quelques dizaines de mètres, sur le chemin qui débouche de la clairière, 2 chevaux avancent au pas. Quelques mètres en avant, Takou, le gros chien loup, renifle le sol. Il relève la tête, s'arrête. Les poils sur son dos se hérissent. Un grognement sourd sort de sa poitrine. Il se ramasse au sol, fixe un point dans les fourrés, au-delà de la clairière. Le prince arrête les chevaux,
Taku grogne plus fort, commence à reculer, lentement. La flèche se fiche entre ses pattes avant. Vif, il bondit vers le fourré qui bouge, devant lui. Les chevaux se cabrent, commencent à reculer. Oh là, doucement, ça va aller. Le prince flatte les naseaux de l'étalon paniqué, attrape les rênes de la jument. Il les amène sous le couvert des bois. Taku galope vers le chasseur, juste avant qu'il n'encoche une nouvelle flèche. Il se jette sur lui et lui mord le bras. Le chasseur tente de se débattre, attrape le couteau qu'il a à la ceinture et frappe devant lui, vers la poitrine de Taku. Le chien-loup évite les coups et tente de l'attraper à la gorge. Ses yeux sont fixés sur ceux morts du chasseur. Un coup le touche à la patte. Il glapit, mord la main qui tient le couteau et la secoue jusqu'à ce que son adversaire le lâche. Il continue à aboyer et à mordre. Le chasseur, maintenant désarmé, tente d'étrangler le chien. Il serre fort la gorge de Taku. Se moquant des morsures qu'il lui inflige, les griffes du chien patinent sur le corps de l'homme, lui infligeant des traînées rougeâtres, sanguinolentes. Sa langue sort de sa gueule. Il a de plus en plus de mal à respirer. Ses mouvements se font plus lents. Dans un dernier effort, le chien tente de se dégager. Il n'y arrive pas. Des mouches noires apparaissent devant ses yeux. Il bascule dans le noir. L'homme, le regard absent, continue à serrer. Le prince arrive en courant, une pierre à la main. Il assomme l'homme qui tient toujours le cou du chien entre ses mains. Le chasseur lâche prise. Lilo arrive avec une corde, et ensemble ils attachent l'homme inconscient à un arbre. Puis, il se tourne vers Taku, inerte. Le prince se jette sur lui, voit le sang qui ruisselle de sa blessure, sa langue qui pend misérablement entre ses crocs, et ses yeux clos. « Taku, mon Taku, accroche-toi, ça va aller !» Lilou le repousse, prend quelques feuilles dans son sac et les applique sur la plaie. Très vite, ses mains se retrouvent rouges de sang. Mais sous les feuilles, le flot se tarit avant de s'arrêter au bout de quelques instants. Lilou ressort aussi un peu de viande fumée qu'elle force le chien à manger. Ça ira. La blessure n'est pas trop profonde, mais il a perdu pas mal de sang. Il a besoin de se reposer et de reprendre des forces. Allez, Taku, fais un effort, mange, ça ira mieux avec ça. Taku gémit, mange les morceaux de viande qui lui sont présentés. En boitillant, il rejoint Mogiane et Barbotte. Mogiane s'assied en tailleur, faisant une place à Taku sur son traîneau. Il s'y affale en gémissant. Les mains de Mogiane font des va-et-vient lents dans la fourrure du chien. Elle chuchote quelques mots à son oreille. Il s'apaise. Mais c'était quoi ça? On aurait dit que cet homme voulait nous tuer. Ça, c'est la première réponse du sorcier à notre rencontre. Je vous avais dit qu'il ne laisserait pas les choses aller sans rien faire. Vous venez de voir la première manifestation de son immense pouvoir. Barbotte crache vers le chasseur, toujours inconscient. J'ai l'impression qu'on ne peut plus faire confiance à aucun de mes serviteurs. S'ils étaient aux petits soins et aimables, c'est que ce scélérat de sorcier le voulait bien. Ce qu'il donne, il peut tout aussi bien le reprendre. En voici la preuve. Je pense que rentrer au château va être beaucoup plus compliqué que prévu. Heureusement, je connais un passage. Mais ça risque d'être difficile, et il va falloir attendre la nuit. Pendant qu'au château, une légion de serviteurs lobotomisés se forme pour partir à la recherche des fugitifs, Mogiane, les ados et les animaux sont cachés au milieu d'un épais fourré. Ils ont relâché les chevaux, qui après une claque sur la croupe sont partis au grand galop vers le château, à moins d'1 kilomètre de là. Ce soir, pas de feu. Ils sont collés les uns aux autres, l'oreille aux aguets. Mogiane, un demi-sourire sur son visage ridé, se penche en avant et chuchote. Alors, vous voyez. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final, c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.